RMC, After Afrique. Gilbert Bribois. Bonjour à tous et bienvenue dans l'After Afrique, votre podcast de l'After dédié au football africain. Vous le savez, numéro exceptionnel à quelques jours de l'ouverture de la CAN. On présente tous les groupes avant le match d'ouverture du 21 décembre, Maroc-Comores à 20h. On va se concentrer sur le groupe C tout de suite. Le groupe C qui promet. Il est pas mal ce groupe C, moi il me plaît. Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, bien sûr, avec Hamza Ramani qui est là comme à chaque podcast. Salut Hamza. Salut Gilbert, salut à tous. Attention, la Tunisie va être mise à l'honneur tout de suite. Jingle. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Et oui, parce qu'on retrouve dans notre podcast Ahmed Adala de Radio Mosaïque, la radio de référence du football tunisien qu'on a bien connu. On est allé à Tunis il y a quelques mois, rappelez-vous, pour une émission exceptionnelle. Salut Ahmed. Salut Gilbert, salut Hamza, salut à tous les auditeurs et auditrices de RMC. Salut Ahmed. Merci d'être avec nous Ahmed. Est-ce que l'excitation monte en Tunisie là, à quelques jours de la CAN ? Oui, bien évidemment, on attend avec impatience la CAN, surtout que ça va se jouer encore une fois tout près de nous, au Maroc. Il y aura certainement un déplacement massif des Tunisiens. On les a déjà vus à Lille pour le match du Brésil. Là, oui, le Maroc, c'est à côté. Exactement. C'est à côté, mais avant cela, on a un autre rendez-vous que tout le monde attend, c'est la Coupe arabe, bien évidemment. Alors, la Coupe arabe qui va servir de préparation un peu grandeur nature, en quelque sorte. Pour la Tunisie, oui. Pour certaines nations. Pour d'autres nations, non, mais pour la Tunisie, oui, parce que la Tunisie est le seul pays, justement, des participants à la Coupe d'Afrique des Nations qui envoie son sélectionneur A, en l'occurrence Sami Trabelsi, et qui envoie certains joueurs de l'équipe première, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. À partir du moment où ils sont disponibles et libérés par les clubs, ils sont au rendez-vous, ils seront au rendez-vous au Qatar de cette Coupe arabe qui débute le 1er décembre. On a nos petits rendez-vous, nous, pour présenter le groupe, favori du groupe, outsider, coach à mettre en avant, joueur à suivre, joueur révélation. Mais juste avant, je voudrais quand même rappeler que l'After sera présent à la CAN au Maroc pendant un mois. Donc, émission quotidienne du 21 décembre au 18 janvier, tous les soirs, de 22h à minuit. Certains soirs de 23h à minuit en fonction des horaires de match. Mais enfin, tous les soirs, il y aura à minima 1h et demie de foot africain, d'analyse des matchs avec des invités. On aura un grand studio à Rabat. Hamza sera là, Walida Cherchour sera là, Elton Mokolo sera là. On aura également quelques guest stars surprises. Bref, ne ratez pas ça. Si vous aimez le foot africain et vous voulez suivre la CAN, ce sera sur RMC, donc tous les soirs. Bon, allons-y. Quand je vous le dis, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, je pose la question à Ahmed en premier. Pour toi, qui est le favori de ce groupe, Ahmed ? Certainement, je dirais la Tunisie, parce que le Nigeria, ils ont eu une douche froide de ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. Après, le Nigeria, c'est à l'instar de toutes les sélections subsahariennes. Quand ça ne marche pas, ça ne marche plus. Donc voilà, donc du coup, je m'attends à des désistements par rapport aux joueurs qui pourront faire leur apparition durant la CAN. Ça, c'est un. Je suis peut-être un peu optimiste, mais je dirais que ça sera, Inch'Allah, comme on le dit aussi en Tunisie, si Dieu le veut, la Tunisie, ça sera le leader de ce groupe, espérons-le, même si on a ce cauchemar. On a vécu un cauchemar, j'ai été sur place en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a vécu une élimination avec un goût amer. On était le dernier d'un groupe qui était plus ou moins à la portée. On a été battu par la Namibie, on a fait un match nul contre le Mali, on a fait un match nul contre l'Afrique du Sud et on a quitté la CAN dès le premier tour, alors qu'on a pris l'habitude de se qualifier au second, voire demi-finale. En 2019, on était en demi-finale. Avant cela, on était à maintes reprises au quart de finale, même si en 2013, on a quitté aussi le tournoi le 2013, voilà, dès le premier tour. Hamza, t'es d'accord ? Tu mets la Tunisie favorite ? C'est l'un des 2-3 groupes où je ne mettrai pas de favoris. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria et la Tunisie sont deux équipes qui ont des problématiques différentes, mais qui sont en capacité, si elles le veulent, d'aller très loin dans un tournoi tel qu'une Coupe d'Afrique des Nations. Petite statistique liée au classement FIFA, si le tirage au sort avait eu lieu aujourd'hui,
le Nigeria et la Tunisie ne pourraient pas se rencontrer parce qu'on aurait 2 équipes du chapeau 1. Ce sont 2 équipes qui font partie du top 6 grâce à ces résultats sur cette année 2025. Donc c'est extrêmement serré. J'attends avec impatience évidemment le Nigeria-Tunisie. J'attends aussi le match d'ouverture du groupe, en tout cas le premier match de la sélection tunisienne face à l'Ouganda. Mais pour des problématiques différentes, pour des qualités différentes aussi, la Tunisie elle a une force défensive absolument exceptionnelle. On le rappelle, aucun but encaissé avec la Côte d'Ivoire. C'est la seule équipe qui n'a concédé aucun but lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et puis le Nigeria, on connaît son potentiel offensif incarné par Victor Osimhen, mais peut-être y a-t-il une Osimhen dépendance. On l'a vu lors de la finale du barrage face à la RDC. Osimhen sorti à la mi-temps sur blessure, le Nigeria n'a plus rien proposé. Alors, c'est vrai que dans la dynamique du moment, le Nigeria, on reste sur cette dernière marche ratée là, de qualif à la Coupe du Monde face à la RDC. Et la Tunisie, c'est vrai qu'on reste sur un match contre le Brésil. Alors certes, match amical, un peu de gala. Enfin, quand tu perds pas contre le Brésil, ça veut dire quelque chose quand même, Hamza, non? D'autant plus que le Sénégal avait perdu, lui, face au Brésil 3 ou 4 jours auparavant. C'est un match que le Brésil a pris avec sérieux parce que le Brésil est en pleine reconstruction avec Carlo Ancelotti. Il y a le sprint de la Coupe du Monde qui arrive. Donc, il n'y avait pas d'équipe B, d'équipe C ou d'un match pris par-dessus la jambe. Mais la solidité défensive, je l'évoquais tout à l'heure sur les éliminatoires, mais le Brésil est aussi tombé sur un mur, en l'occurrence le mur tunisien. Bon, Ahmed, si pour confirmer tes dires sur le favori du groupe, quelles sont selon toi les vraies forces aujourd'hui de la sélection ? En fait, avant même de parler des forces et des points forts de la sélection, il ne faut pas oublier que le Nigeria, pour nous, c'est le dernier match, on les a battus 1-0, alors qu'ils étaient l'un des favoris pour la CAN 2021. Rappelons-le, on les a battus 1-0 sur un slalom. C'est un magnifique but de Youssef Lemsek, mais on a toujours eu de solutions. Et moi, personnellement, Nigeria, quand je dis Nigeria, directement, ce qui saute devant mes yeux, c'est la demi-finale de la CAN 2004. Allez, passons. Les points forts, c'est vrai que on est passé par des moments très difficiles, très. Oui, mais on est passé par des moments très difficiles, des moments de galère. On a eu 4 entraîneurs, 4 sélectionneurs durant la campagne de la qualification à la Coupe du Monde et bien évidemment en parallèle à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu 4 entraîneurs, on a eu des problèmes financiers, il nous est arrivé des moments où on pouvait même pas avoir un avion spécial, un appareil spécial pour se déplacer pour jouer un match de qualif de la CAN. On a été tenu en échec par les Comores, on a été battu par des sélections qui ont un niveau beaucoup plus faible que le nôtre, mais là on voit le bout du tunnel. Un sélectionneur qui connaît déjà la sélection, c'est Sami Trabelsi. Il est passé par la sélection il y a quelques années. Il a d'ailleurs remporté le CHAN 2011 dans son deuxième édition. Après, les points forts, c'est que maintenant, on a une sélection beaucoup plus jeune. On a des joueurs qui jouent éventuellement dans leur club avec qui sont plus ou moins titulaires. On a un capitaine qui est très très fort, l'un des capitaines d'ailleurs, s'il n'est pas le capitaine numéro 1, je parle bien évidemment de Ali Labdi, vous connaissez, le joueur de Nice. On a Hannaba Al-Majbri, on a Ismaël Gharbi qui commence à mettre le pied dans la sélection. Il était étincelant dans sa première apparition, malgré qu'il vient tout juste de changer de club. Il était à 2 doigts de rejoindre la sélection les Bleus, l'équipe de France. On a Hannaba Al-Majbri, donc je l'ai déjà cité. On a Ilyes Saad, le joueur, un success story, lui. Il était un joueur de futsal. Aujourd'hui, il est l'un des joueurs titulaires à Augsbourg en Bundesliga. On a plusieurs autres joueurs et on a un attaquant que tout le monde vient de découvrir. Il a 26 ans. Ouais. Il est passé par des moments très difficiles et il était buteur face au Brésil. Je parle de Hazem Astouri. La Tunisie, je garde toujours la même idée. Je dirais plus que la Tunisie, c'est l'Italie d'Afrique parce que l'Italie passe par des moments très difficiles. Mais je veux dire quand même que la Tunisie, c'est le jeu collectif et un style défensif très adapté à la qualité de joueur qu'on a. Maintenant, on est qualifié avec 0 but à la Coupe du Monde. Ça confirme qu'on a une assise défensive très forte, mais aussi on a des joueurs talentueux qui peuvent absolument renverser le jeu. On n'a plus Youssef Lemsek ni certainement qui pourrait être là pour la Coupe du Monde parce qu'il vient tout juste de signer à l'Espérance sportive de Tunis à 35 ans, mais on a aussi également beaucoup de joueurs talentueux qui peuvent apporter de plus au jeu offensif tunisien. Mais il y a un joueur qui sera pas là, tu me le confirmes Ahmed, s'il est blessé, s'il manquera à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Aïssa Laïdouni au milieu de terrain qui est un joueur lui aussi très important.
un joueur très important. Malheureusement pour lui, il a une blessure très grave qui va lui coûter 3-4 mois d'absence. Je pense qu'il sera peut-être à justesse présent lors de la Coupe du Monde, je ne sais pas. Nous, on garde toujours dans la tête les images de Issa Laïdouni, le combattant, son tacle face au Danemark lors de la Coupe du Monde. Voilà, nous, on se contente de quelques tacles, de quelques gestes techniques. Vous parlez de buts, de trophées et tout, mais nous, un simple tacle peut nous faire énormément de plaisir, peut nous apporter de la joie pour un peuple qu'on a vraiment besoin. Issa Laïdouni, malheureusement pour lui et pour nous d'ailleurs, il ne sera pas présent, même si j'ai toujours la même idée et la même pensée, le même avis. Issa a perdu de son talent a perdu beaucoup de ses performances, plutôt pas de talent, de ses performances depuis son départ au Qatar. Mejbri, là, il y a eu une vidéo qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux récemment sur les conditions toujours de déplacement, de logement, de la sélection. Et je ne sais pas si ça fait beaucoup de bruit en Tunisie, mais enfin, en gros, il a dit oui, de toute façon, on sait, c'est toujours dur. Bref, il a râlé, quoi, publiquement. Alors, comment ça a été pris en Tunisie ? En fait, heureusement pour Hannibal que la Tunisie a fait un match nul avec le Brésil. Parce qu'on a rapidement oublié ça. Mais ce qu'avait dit Hannibal est vrai. Il est vrai. J'ai déjà évoqué le sujet de difficultés financières que connaît la Fédération tunisienne de football. Des moments sombres par lesquels on est passé. Il y avait un comité de normalisation. Il y avait la FIFA qui nous a imposé un comité de normalisation. Bref, mais en fait, je dirais que je partage l'avis de Hannibal, surtout par rapport à la qualité de terrain, là où on dispute nos matchs. Parce qu'on a, malheureusement, il a dit ça, vous pouvez croire ou pas, mais en fait, en Tunisie, il y a un seul stade homologué CAF et FIFA. Un seul stade homologué CAF et FIFA. C'est le stade olympique de Radès. Imagine, par exemple, si on avait 4 clubs qui disputaient et la C1, la Ligue des champions CAF et la Coupe de la Confédération, l'équivalent d'Europa League chez vous, en Europe. Imaginez si on avait 4 clubs, et les 4 clubs ils sont qualifiés à la phase de poule. Ils seraient tous obligés de disputer leurs matchs, tous au stade de Radès. Et voilà, il y a beaucoup de charges par rapport au stade, gazon naturel. Après, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par les autres conditions. Peut-être qu'il parlait de ce déplacement, ce fameux déplacement à Lille, parce que la Tunisie, la fédération, a choisi de faire un vol Tunis-Bruxelles, Bruxelles par bus vers Lille, 1h30. Et apparemment, ça n'a pas plu à certains joueurs, surtout qu'ils ont passé une seule nuit à Lille. Personnellement, je prends. Si on va faire tous les voyages comme ça, dans la misère, entre guillemets, et on fait un match nul, le Brésil, je prends. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'équipe du Congo s'est retrouvée au Formule 1 récemment pour un stage, et ils ont pris les transports en commun parce qu'il n'y avait pas de bus. Donc, c'est une autre histoire. Ils ont refusé de jouer un match contre Amiens, je pense. Voilà pour l'équipe favorite. Alors, du coup, l'équipe outsider, vous allez me dire le Nigeria, du coup, mécaniquement. Non, ou alors tu me sors l'Ouganda. L'Ouganda. Le Nigeria, en fait, Nigeria-Tunisie, je les mets en fait au même statut. C'est deux équipes que je vois quand même se qualifier. Après, premier, deuxième, peu importe. Mais l'Ouganda, c'est aussi une équipe qui peut prendre des points soit au Nigeria, soit à la Tunisie, et qui peut aussi aller chercher une qualification, soit la premier, deuxième, on ne sait jamais, ou parmi les meilleurs troisièmes. Et cette sélection, déjà, elle est entraîné par un sélectionneur d'expérience, Paul Pout, finaliste avec le Burkina Faso en 2013. Et l'Ouganda, depuis le mois de septembre, la reprise du football cet été, c'est 3 victoires sur les éliminatoires Coupe du Monde. C'est 3 victoires, notamment le 4-0 face au Mozambique, qui a permis à l'Ouganda de passer devant le Mozambique et de rêver d'une qualification pour les barrages. Et une défaite, une seule, en Algérie, 2-1, alors que l'Ouganda menait 1-0 et c'est 2 pénaltys de Amoura dans le temps additionnel qui permettent à l'Algérie de s'imposer. Donc l'Ouganda est sur une dynamique pour l'instant assez positive, et il y a aussi je l'imagine, cette effervescence de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations après 2 éditions manquées. Ils avaient été éliminés en 8e de finale en 2019 par le Nigeria. Et il y a clairement quelque chose qui est en train de se créer du côté de l'Ouganda. Évidemment, il faudra battre la Tanzanie lors du derby régional pour espérer, quoi qu'il arrive, une qualification. Mais c'est vrai que je me dis que cette sélection ougandaise, elle peut être intéressante à alors, Paul Put a dit hier qu'il cherchait des binationaux.
Donc peut-être qu'il peut retrouver une ou deux petites recrues là d'ici à la CAN, je sais pas. Et puis là aussi un fait très important, c'est que pour les grandes entre guillemets grandes nations africaines, beaucoup vont recevoir les joueurs qui jouent en Europe à la dernière minute, peut-être une semaine, peut-être 5 jours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de l'Ouganda, on est en train d'organiser un stage de préparation, une sorte de stage commando qui débutera d'abord à Kampala, puis direction Rabat assez tôt avec peut-être des matchs de préparation. Donc c'est aussi un facteur sur lequel des pays comme l'Ouganda peuvent jouer pour venir surprendre des pays comme la Tunisie ou le Nigeria. Oui, puis je rappelle que l'Ouganda, avec la Tanzanie dont on va parler, reçoit la prochaine CAN, avec le Kenya également. Trois nations qui reçoivent la prochaine CAN. Donc ils ont l'occasion là de mettre en place des stratégies de développement du foot, d'aide à la sélection pour être bon dans 2 ans, quoi. Donc ça compte aussi. Le coach à mettre en avant dans ce groupe, Hamza, tu dirais qui, toi ? Eric Chell, le sélectionneur du Nigeria, parce que depuis son retour, il a juste fait rêver le peuple du Nigeria d'une qualification en Coupe du Monde. Les débuts avaient été très compliqués avec Pesero. Il est arrivé avec le Nigeria comptait 3 points seulement après 4 journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et ils ont fait quasiment un sans faute, même s'ils ont été battus après une séance de tirs au but par la République démocratique du Congo. Après 90 minutes ou 120 minutes, ça reste un match nul. Donc officiellement, depuis l'arrivée d'Eric Chell en janvier dernier, mais mars pour les premiers matchs, le Nigeria n'a perdu aucun match. Factuellement, c'est 11 matchs disputés, 6 victoires, 5 matchs nuls. Les moments clés, ils les ont gérés. La victoire face au Gabon, la victoire face au Bénin, 4-0 avec ce but à la dernière minute. Oui, ils sont passés à côté de leur match face à la RDC, encore plus avec la sortie de Victor Osimhen, je le disais tout à l'heure. Mais oui, Eric Chell, je pense que ça peut être la compétition, peut-être pas du rachat ou du rebond, mais par rapport, on s'en souvient, on l'avait quitté en Côte d'Ivoire avec cette image de l'eau versée sur sa tête. Je pense que ça peut être une compétition. Là, on l'a quitté en train de se prendre le chou en accusant les autres de faire de la sorcellerie. Des fois, Eric Chell, voilà, il y a des images. C'est aussi des images, Eric Chell, parfois surprenantes. Mais j'en attends beaucoup du Nigeria, et ça commence par son sélectionneur qui a remis le Nigeria en ordre de marche. Bon, sur le joueur à suivre dans ce groupe, je vais en demander un à Ahmed dans quelques instants, mais pour toi, Hamza, je vais pas être très original, Victor Osimhen. C'est évidemment le joueur. Ça sera une des stars de la CAN, quoi qu'il se passe. Ça va être l'une des stars de la CAN, mais en fait, par rapport à ce que l'on a vu en barrage, et par rapport même à ce que l'on a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, si Victor Osimhen n'est pas bon, ça change le visage du Nigeria. Encore une fois, l'exemple le plus marquant, c'est cette finale face à la RDC, parce que c'est sur un même match qu'on a vu un bon Nigeria sur la première période et un Nigeria qui a totalement disparu, complètement absent entre la 45e et la 120e minute. Mais Victor Osimhen, aujourd'hui, il porte sur ses épaules la responsabilité des bonnes performances du Nigeria. Ahmed, si on te demande, toi, un joueur à suivre dans ce groupe, tu dirais qui ? Ça peut être un Tunisien. Hein. Nous, Je dirais Ismaël Gharbi s'il arrive à accrocher quelques minutes, pas quelques minutes, mais s'il arrive à être titulaire. Et je vous invite aussi à faire le focus sur un joueur. Malheureusement, c'est sa taille qui fait vraiment obstacle, qui lui pose beaucoup de problèmes. C'est Travis Motiaba, le joueur de l'Ouganda qui joue au club sportif Sfaxien. C'est un excellent joueur. Et il y a aussi Kines Simakola, un milieu de terrain polyvalent. Il est pivot, il est latéral. Il est passé par le club africain ici aussi en Tunisie. Mais après, je voudrais juste une petite parenthèse. Je rejoins Hamza par rapport à Eric Sekochel. Il nous a vraiment posé des problèmes lors de la CAN 2023. Il était à la tête de la sélection malienne et on a eu quelques échanges avec lui. C'est tout un personnage. Hein. C'est pas un simple entraîneur, c'est tout un personnage. Il faut le suivre durant le match, durant ses déclarations de conférences de presse et tout. Donc voilà, je pense que j'avais répondu non seulement à la question, mais aussi j'avais commenté ce que Hamza avait dit. Oui, révélation. Le joueur révélation. Oui, alors j'avais noté initialement Travis Moutiaba et puis je me suis rendu compte qu'il n'était pas indiscutable, ou en tout cas pas aussi décisif qu'un autre joueur, Rogers Mato, du côté de l'Ouganda. Il a 22 ans. C'est un ailier qui joue en Europe au Vardar Skopje. 15 buts en 17 matchs, toutes compétitions confondues au moment où on enregistre cette émission fin novembre. C'est le co-meilleur buteur du championnat macédonien. Je rappelle, 15 buts en 17 matchs, on parle d'un ailier, on ne parle pas d'un numéro 9. Hamza, je t'écoute. En fait, le truc, c'est que Travis Motiaba, au club sportif Sfaxien, il évolue en tant que milieu de terrain et rarement en tant qu'ailier. C'est ce qui fait la différence. Il pourrait peut-être dénicher une place au milieu de terrain de la sélection ougandaise
s'il est aligné en tant que milieu de terrain offensif. À surveiller, mais les talents offensifs, en tout cas, ils ont de jeunes talents. Moutiaba, il a 20 ans. Rogers Mato, il a 22 ans. Ça pourrait faire partie de ces joueurs qui pourraient éclore à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors les gars, on n'a pas parlé une seconde de la Tanzanie. Est-ce que ça signifie que vous ne lui voyez aucune chance dans ce groupe ? Alors c'est un pays qui est un peu compliqué en ce moment, il y a des troubles sociaux. Enfin, ils étaient aussi à la dernière CAN, ils font partie du paysage. Ils reçoivent la suivante. Est-ce que il est possible qu'il y ait une petite surprise tanzanienne ou tout est possible parce que la Coupe d'Afrique est la compétition de l'humilité, mais sincèrement sur cette année 2025, la Tanzanie n'a pas gagné un seul match, a quasiment perdu toutes ses rencontres, que ce soit qualificatives pour la Coupe du Monde où ils étaient dans la poule, oui, du Maroc, mais aussi du Niger et de la Zambie. Le Niger qui avait fait un super parcours avec Badou Zaki, mais c'est vrai que la Tanzanie, moi j'avais été assez déçu parce que l'on a vu d'elle durant les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, et puis sur les matchs amicaux au mois de novembre, ils ont perdu par exemple face au Koweït. Donc, j'attends pas grand-chose, moi, de la Tanzanie, très sincèrement. J'attends juste qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils engrangent de l'expérience pour se construire pour l'événement dans 2 ans avec la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Bon, Ahmed, tu as regardé un peu la Tanzanie, parce que c'est un adversaire évidemment de la Tunisie. C'est étrange d'ailleurs. Ils ont 2 clubs qui dominent plus ou moins, bon, pas dominent, mais qui jouent le premier rôle, Yanga et Semba. Ils ont un excellent attaquant, Samata, le joueur de Le Havre. Ils ont un entraîneur argentin. Le truc, c'est que je pourrais peut-être vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ils étaient à 2 doigts d'être éliminés, de se faire éliminer de la CAN à cause d'une histoire d'un numéro de maillot. Oui. Parce qu'ils ont joué contre la Guinée. La Guinée voilà, donc c'est le 26-24, j'ai oublié le nom. Ouais, mais après la Tanzanie, je m'attends pas à grande chose, même si quand tu regardes l'effervescence dans leur stade, surtout lors des matchs Simba ou Yanga ou même Azam, on a des joueurs tunisiens qui évoluent en Tanzanie, on a des joueurs qui évoluent à Azam. Bon, après je sais pas, je m'attends pas à grande chose, mais quand je regarde la Tanzanie, j'espère quand même avoir nos 3 points, et après je suis un Tunisien, donc espérons avoir les 3 points pour se qualifier et dépasser ce cauchemar de premier tour. Alors justement, l'ordre des matchs, ça compte, c'est toujours très important. Ce groupe-là démarrera le 23 décembre avec Tunisie-Ouganda à Rabat à 21h et Nigeria-Tanzanie à 18h30 à Fès. Ensuite, la Tunisie jouera au 2e match face au Nigeria, ce qui est un ordre pas trop mal parce que, allez, si tu arrives à battre l'Ouganda, derrière le Nigeria-Tunisie, tu peux te permettre de faire un nul pour te qualifier. Mais si tu ne bats pas l'Ouganda, le match face au Nigeria devient un match coup près. En effet. Et puis les derniers matchs, ce sera le 30 décembre, Fès et Rabat, donc Ouganda, Nigeria et Tanzanie, Tunisie. Est-ce que cet ordre te convient, Ahmed ? Et du coup, en fait, ça me rappelle toujours la célèbre phrase que le supporter tunisien avait inventée en 2018, lorsqu'on s'est préparé à disputer la Coupe du Monde 2018. On avait l'Angleterre, la Belgique, puis le Panama, et le slogan de la compète était battre l'Angleterre, faire un match nul contre la Belgique et battre le Panama et passer au second tour. Finalement, on a été battu par l'Angleterre et la Belgique et on s'est retrouvé face au Panama avec un 2-1 historique. C'est la première victoire en Coupe du Monde depuis 40 ans, mais là, c'est la Coupe d'Afrique. Moi, je m'en fous royalement de l'agenda, de le calendrier est-ce qu'on va affronter Nigeria avec un nul face à Ouganda ou pas, mais pour moi, le plus important est de passer 1, 2. Il faut vraiment faire Hamza, certainement, il a les statistiques, il a certainement une petite idée là-dessus. Nous, la Tunisie, quand on affronte une grande nation, on joue très très bien, on est magnifique, on est splendide, on est étincelant, tout le monde bouche bée, mais quand on joue contre une sélection plus ou moins modeste, on descend à leur niveau. Et là, j'aurais aimé qu'on affronte le Nigeria dès le premier match. Et puis on va juste rappeler la suite du programme, le tableau pour le groupe C. Le vainqueur du groupe C jouera face à un 3e de groupe, le 3e du groupe A, du groupe B ou du groupe F. Le 2e du groupe C affrontera le 2e du groupe A. Donc si c'est le Mali, si c'est les Comores ou un accident du Maroc, on peut se retrouver très rapidement avec un gros 8e de finale. Bon, Ahmed, il nous reste 1 minute. Radio Mosaïque, qu'est-ce qui va se passer chez vous pendant la CAN ? Raconte-nous. On sera bien évidemment présent lors de la Coupe arabe au Qatar. Ensuite, on va s'envoler au Maroc pour suivre la CAN comme d'habitude à notre façon. Et on sera bien évidemment parmi vous, c'est certainement parce que on sera à Rabat.
Et voilà, donc c'est la même couverture comme chaque fois, avec beaucoup de surprises et le suivi de supporters pas à pas, bien évidemment, et les scoops et les informations concernant l'équipe nationale. Bon, écoute, faut qu'on fasse une collab. Nous, on aura notre studio à Rabat. Donc, écoute, vous serez tous les bienvenus, évidemment, pour parler foot et parler de la Tunisie. Ahmed, merci en tout cas. C'était très sympa de te retrouver. Tu sais que l'émission qu'on a fait à Tunis... Un plaisir partagé. Ahmed, il s'est pas fait que des amis. Hein. Il rentrait dans l'art des dirigeants de l'Espérance. Là, je me souviens, c'était chaud. C'était chaud. Merci Ahmed, très très sympa. Allez, à très bientôt. À très bientôt, Ahmed Haddad de Radio Mosaïque. Voilà pour ce groupe. N'oubliez pas que les autres podcasts sont également disponibles pour tout savoir des 6 groupes de la CAN. Bonne mise à niveau, donc, avant le début de la compétition le 21 décembre prochain. À très vite. RMC After Afrique.